On va vous parler de quelque chose un petit peu moins funky que l'Escape Game. On va parler d'ACT, de réhabilitation. Et d'abord, je voudrais vous parler du contexte dans lequel ce projet a vu le jour. D'abord, le virage ambulatoire dans lequel l'hôpital s'est inséré pour que les soins des patients puissent évoluer. Et puis, une volonté aussi très forte de mettre en œuvre les pratiques de réhabilitation. Dans ce même temps, on a mis en évidence sur le terrain des interactions entre l'hospitalisation à temps complet et puis la rencontre d'une problématique de logement. En 2016, en fait, il y a eu une enquête qui a été faite par le service social de l'hôpital qui a montré que sur un jour donné, 225 personnes qui étaient hospitalisées avaient pour 101 une problématique de logement. Et le constat a été fait qu'on n'avait ni outil d'évaluation, ni outil d'évaluation écologique des compétences et des besoins des patients en matière de savoir habiter. Donc on s'est lancé dans la création de ces outils. C'est ces outils qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc un outil d'évaluation du savoir habiter que Mathieu Jourdanas développera un peu après. Et puis, on a répondu à l'appel à projet de l'ARS pour avoir 10 places d'appartements de coordination thérapeutique pour des personnes présentant ou à risque de handicap psychique. Donc c'est un projet qui a été mené par le centre hospitalier, mais avec l'aide et grâce à une convention avec l'association Prisme. Donc vous avez le plan là, on peut le passer rapidement. On va vous parler du projet initial, de cet outil du savoir habiter. Et puis on vous fera le bilan de cette phase expérimentale, puisque ces appartements, à leur phase expérimentale, ont été ouverts de 2019 à 2021. Donc le projet initial, c'est 10 appartements de taille moyenne, meublés et loués par l'hôpital. Le résident avait un loyer de 2 € en fait à régler par jour. Des appartements dans l'agglomération de Limoges, à proximité des commerces et puis des lignes de bus pour qu'ils puissent se déplacer. Et c'était vraiment pensé comme un outil d'expérimentation de l'autonomie au service de l'usager. Le public ciblé, c'était des usagers entre 18 et 65 ans, en situation ou à risque de handicap psychique. Ils pouvaient s'associer une comorbidité à type d'addiction, de la précarité. L'idée était d'éviter la rupture de parcours, de vie et de soins. Donc nous avons développé plusieurs missions. Mathieu va prendre le relais. Du coup, sur les missions, on part en fait de l'évaluation écologique. Donc l'idée est de vraiment évaluer en milieu, dans son environnement, du coup, le résident. L'objectif est aussi d'accompagner dans l'autonomie, de développer le pouvoir d'agir. Pour faire ça, en fait, on s'appuie sur un travail de réseau qu'on a commencé qu'on a bien développé depuis les 3 ans. On s'axe sur des ressources locales. On a conventionné avec Prisme, par exemple, et qui nous en parlera un peu plus, sur notamment des activités qu'on peut faire au niveau de la Maison Bleue. Et on a pas mal aussi d'endroits où on peut se rendre, type à la BFM, etc. On essaie d'aller au maximum dans la cité pour permettre aux résidents de favoriser leur inclusion. Dans cette idée-là, en fait, on met en place, nous, on a décidé de mettre un autre mot que les projets individualisés, mais c'est la même chose, on appelle ça nous le PIEA, c'est un projet donc, individuel d'évaluation et d'accompagnement. C'est un projet en fait que le résident rédige lui-même. On est un peu sur la même chose que le C2R évoqué ce matin, avec l'idée que le résident puisse lui-même être acteur et puisse le plus facilement en fait, définir des objectifs. On a un peu évolué là-dessus. Au départ, en fait, c'était un peu nous qui rédigions ce projet, et on s'est rendu compte que les mots qu'on pouvait utiliser ne parlaient pas forcément au résident, et que c'était plus simple que ce soit lui-même qui fasse lui-même en fait, son projet. Ça paraît un peu évident, mais c'est vrai qu'au début, on n'était pas forcément sur ça. Du coup, au niveau de l'équipe, alors c'est pas très poli, mais c'est comme ça que c'est noté. Je suis centre social coordonnateur sur le dispositif. On fait une coordination médico-sociale, donc Delphine Valocha a aussi un rôle du coup, de coordination, mais plutôt médical. On a un temps de cadre de santé, on a 2 infirmiers, 2 moniteurs éducateurs, un temps de psychologue, une logisticienne et un temps de secrétariat. Donc on a 2 collègues qui sont là aussi, donc une infirmière et le psychologue, et on a 2 collègues qui font tourner du coup, les ACT pendant que nous on discute ici. Pour les modalités d'admission, on demande un courrier médical, on demande
demande pas forcément une trame précise, on demande en fait au médecin de rédiger un peu le pourquoi l'orientation vers nous. On a un dossier social assez simple, c'est un recto verso d'une feuille où on demande en fait l'état civil, un petit peu les ressources, et les ressources au niveau financier et les personnes ressources pour la personne. Et on demande du coup de façon systématique la lettre du coup de la personne qui souhaite venir au niveau des départements de coordination thérapeutique, avec l'idée d'avoir la motivation en fait, de savoir pourquoi la personne souhaite intégrer notre dispositif. Tous ces documents-là, on les étudie en commission d'admission, et suite à cette commission d'admission, on va faire une réponse motivée qu'on envoie du coup aux demandeurs, bien entendu, et aux personnes qui ont accompagné le résident. On peut aussi proposer en fait de rencontrer les équipes qui ont des demandes. On peut du coup on peut savoir s'il y a besoin ou pas, enfin si l'orientation du moins est bonne ou s'il y a besoin de modifier des choses. Notre accompagnement, il va être sur une durée maximale d'1 an. Alors je ne vais pas rester longtemps là-dessus, mais on va vous développer ça en fait sur différentes phases d'évaluation qu'on met en place, avec ce magnifique schéma que vous allez revoir régulièrement. Avec cette idée en fait où vous voyez toutes les petites pastilles, les pastilles oranges notamment, vont être en fait des temps de synthèse qui vont nous permettre de rythmer le temps et en fait de nous dire voilà, à peu près tous les 3 mois, on réévalue le projet et on voit un peu où on en est. L'idée est de savoir si les objectifs en fait arrivent à être atteints ou pas, et s'ils ne sont pas atteints, pourquoi, et de pouvoir réévaluer ça régulièrement. Je vais laisser la parole du coup à Delphine qui va vous expliquer un peu plus concrètement comment se passe l'émission et la suite. Du coup, la phase d'évaluation initiale, c'est vraiment un temps d'observation et d'alliance thérapeutique qui a pour but d'observer l'installation du nouveau résident dans son logement, mais aussi la confrontation dans le choix de son projet et qu'on puisse définir ensemble les premiers besoins. Pour ce faire, on va avoir des visites à domicile, donc quotidiennes, voire biquotidiennes au départ, avec une évaluation très concrète sur l'entretien du logement, les repas, les déplacements, l'entretien du linge, la capacité aussi à maintenir une hygiène personnelle correcte, etc. Cette phase va être ponctuée également d'entretiens individuels, où peuvent être abordés sur ces temps-là l'histoire de vie, l'insight, le renforcement positif et l'affirmation de soi. Pour évaluer tout ça, on se sert d'outils, dont notamment 2 échelles hétéro-évaluation, donc qui va être l'handicap psychique, où on va évaluer les capacités cognitives, la motivation, les capacités de communication et de compréhension des autres, la capacité d'auto-évaluation et la prise en compte de ses limites. On va se servir également du savoir habiter, donc on reprendra un peu plus tard, plus en détail. C'est l'évaluation des besoins et des compétences pour l'accès et le maintien dans le logement des personnes de 18 à 65 ans accompagnées au CHSCARE. Nos 2 échelles d'auto-évaluation sont les LADEB, que l'on fait avant chaque synthèse. Donc c'est l'échelle lausannoise, c'est l'échelle lausannoise d'auto-évaluation des difficultés et des besoins. Et l'ARS que l'on fait passer au 1er mois et au 6e mois après l'arrivée. C'est l'auto-évaluation des ressources qui est déclinée en 3 parties, où on va évaluer les qualités et les caractéristiques personnelles, les loisirs patients et les ressources externes. On se sert également de la carte au réseau. C'est une carte qui a été imaginée et expérimentée par le réseau Santé Namur. Cette carte permet d'observer le réseau du résident de son point de vue, réseau personnel et professionnel qui interagit autour de lui. On se sert également du plan de crise. Le plan de crise, c'est de profiter d'un moment où la personne n'est pas en crise pour élaborer des solutions et permettre d'identifier les personnes proches, familles, amis, qui pourraient l'aider en cas de besoin et qui sont en accord avec cette démarche. Ça permet aussi quand même de repérer ses ressources et les signes avant-coureurs de difficultés. Et pour finir, on utilise également l'échelle de bien-être mental de Warwick et Dunberg.
j'ai réussi à le dire, que l'on fait à l'arrivée et au départ du résident. C'est une échelle qui concerne les sensations et les pensées vécues durant les 2 dernières semaines. Avec tout ça, on arrive à la synthèse du premier mois. Donc, à cette synthèse, sera présent bien sûr le résident, avec, s'il le souhaite, son entourage, le réseau existant et pour notre part le coordinateur, le médecin psychiatre, le psychologue et un des référents. À cette synthèse, on va recueillir le ressenti du résident sur le premier mois qu'il a passé aux ACT, celui du réseau et de l'équipe ACT. On va mettre tous en commun et ça va nous donner son PIEA, on va déterminer ses objectifs. Donc de nouveau, on arrive donc après la synthèse M1. C'est la mise en œuvre donc d'entre M1 et M3. Sur cette période, va être proposé aux résidents des activités en groupe, notamment 2 fois par semaine. Et comme notre accompagnement est basé également sur l'inclusion dans la société, on a passé des conventions avec la mutualité française qui permet du coup un accès à la cuisine de l'hôpital de Jean-Baudin, une fois tous les 15 jours, avec le prisme également, et donc on utilise la salle d'activité à la Maison Bleue une fois par semaine. On va proposer au sein des ACT de nombreux groupes en fonction toujours du PIEA du résident, donc ça peut aller de la culino, des groupes de parole où on va faire de la gestion des émotions, des habiletés sociales, de l'hygiène alimentaire, du budget, la vie quotidienne, mais aussi des sorties extérieures et l'initiation aussi à la relaxation et à la mindfulness. Bien entendu, pendant toute cette période, on continue également l'accompagnement individuel avec les entretiens, les VAD, des accompagnements aux soins et socio-éducatifs si besoin, des entretiens familiaux si le résident le souhaite, le travail avec le réseau. Et par la suite, du coup, on va être rythmé par les synthèses trimestrielles avec à chaque fois la réévaluation du PIEA. Et on garde toujours le résident acteur de son projet. Donc on va faire un M1, M3, un M6. Pardon. Donc on arrive à M6 avec la préparation à la sortie. La synthèse du 6e mois, elle a vraiment pour objectif de co-construire avec le résident un nouveau projet de vie. Donc ce temps entre M6 et M9 va lui permettre de se projeter vers une nouvelle orientation. Ça va pouvoir être un appartement autonome avec ou sans étayage sanitaire et ou médico-social, un dispositif social de type résidence accueil, maison volée, etc. ou un dispositif médico-social comme le SAMSA-Prisme ou l'accueil du jour associatif. Les dernières synthèses pluridisciplinaires vont nous permettre d'organiser le passage de relais avec le psychiatre traitant, les équipes ambulatoires, les infirmières libéraux, les services d'accompagnement médico-sociaux, etc. Et pendant ce temps-là, en effet, on va aussi mettre toute la mise en œuvre du maillage pour aller sereinement vers la sortie. Voilà. Donc, du coup, on est entre M9 et M12 et on prépare tout ça le plus sereinement possible. Du coup, juste à la slide d'avant, c'est pour, en fait, voilà, on parlait de M6, M9, M12, alors on était parti à la base, alors c'est un schéma, hein, on va pas forcément faire exactement comme sur le schéma, mais ça c'était pour nous rythmer nous notre temps, et on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'en fait le projet, on le définit de plus en plus aux alentours du 6e mois, parce qu'on est confronté aussi à la suite, et à savoir que quand les personnes partent sur du logement notamment autonome, il faut qu'on puisse trouver du logement autonome, et c'est pas toujours si bien que ça. Alors Limoges, on reste un peu épargné par la problématique de logement. On a rencontré des collègues, notamment de La Rochelle, qui ont entre 3 et 5 ans de délai pour avoir des logements sociaux, ce qui n'est pas encore notre cas à Limoges, on est encore protégé de ça, mais mine de rien, on est quand même confronté au fait d'avoir un logement en sortie d'ACT. Du coup, pour revenir sur la sortie, on va mise en inventaire de sortie, donc du coup au niveau du logement, on demande aux résidents de aussi remettre l'appartement du coup en l'état. Delphine est du coup chargée de réaliser un compte rendu médical. Alors on a décidé de faire en fait 2 écrits,
puisque au niveau médical, il y a certaines informations qu'on ne transmet pas forcément nous aux équipes et on va rédiger des informations qui relèvent du secret médical. Par contre, nous, en équipe, on rédige un écrit partagé. Alors, on fonctionne avec de la double référence, et c'est notamment les référents donc, qui accompagnent les résidents qui vont rédiger cette synthèse d'accompagnement-là. On regarde un petit peu tous ce qu'il y a dans ce document-là, et c'est ce document qui va nous permettre en fait, d'appuyer ce qu'on a évalué pendant un an, et on va transmettre ça du coup, aux équipes. Tout à l'heure, on parlait de maillage. C'est dans ce cadre-là qu'on réalise cet écrit. Et moi, du coup, en tant que coordinateur, j'ai un rôle aussi de consolidation d'accompagnement, avec l'idée de prendre contact pendant à peu près 6 mois avec les résidents qui sont sortis pour savoir en gros si tout se passe bien, si le projet est toujours bon et si tout fonctionne. Voilà, l'idée est ça. Du coup, on va faire un petit focus sur l'outil du savoir habité. Je ne sais pas trop ce que ça rend. Du coup, cet outil-là, en fait, il y a des choses qui sont assez similaires avec la présentation qu'on a eue ce matin de TCAP-H. L'idée va être d'évaluer, du coup, nous, en équipe pluridisciplinaire, les capacités fonctionnelles de la personne quant au savoir habité. Notre objectif là-dessus est de pouvoir objectiver, en fait, objectiver les observations et nos accompagnements, qui soient sanitaires, sociaux, médico-sociaux, au niveau du logement. Et ça nous permet en fait de fixer des objectifs d'accompagnement assez ciblés pour après définir le projet le plus adéquat possible avec le résident. Cette échelle-là, du coup, on l'associe à toutes les échelles dont parlait Delphine tout à l'heure, et en fait, ça nous permet de confronter les points de vue entre le résident et ce que nous on a pu observer. Des fois, ça va dans le même sens, et puis des fois, ça ne va pas dans le même sens. Donc c'est aussi pour ça qu'on peut s'appuyer sur ce type d'échelle, pour ne pas être juste sur notre ressenti et ce que nous, on a observé. Cette échelle, nous, on a fait partie pour l'instant de la faire entre nous au niveau de l'équipe, mais elle a évolué, et elle peut maintenant aussi être réalisée avec les résidents ou la famille. Pour l'instant, nous, on ne met pas en place comme ça. Peut-être ça arrivera, mais pour l'instant, ce n'est pas ça. Du coup, je vais vous montrer rapidement. Grosso modo, ça c'est la première partie. Bon, c'est une partie assez classique de relevé d'informations, état civil, etc. C'est pas ce qui va nous intéresser le plus. Ce qui peut vous intéresser, c'est cette partie-là, en fait, où on a 5 grands items qui sont tous un peu sur ce même format-là. Celui-là, c'est celui des fonctions cognitives, et en fait, on va évaluer donc les fonctions cognitives. La vie courante, l'entretien personnel, la communication avec autrui et la communication. Enfin, les relations avec autrui, pardon, et la communication. On a plusieurs items. Le premier, c'est en fait le niveau de réalisation. On voit si la personne elle est sans difficulté, avec difficulté ou en difficulté majeure. Et on voit quel niveau d'aide est apporté actuellement, qui lui permet du coup de fonctionner. Ou est-ce que du coup, pour l'instant, il n'y a pas d'aide existante et est-ce qu'il y aura besoin du coup d'en mettre en place? Ça, c'est la dernière colonne du coup, où il y a marqué évaluation des aides à prévoir, où on peut du coup notifier à initier, à maintenir ou à majorer. On a une case qui est en bleu qui nous sert beaucoup, notamment sur les premiers mois d'évaluation. En fait, c'est une case où c'est noté à évaluer. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas forcément suffisamment d'éléments en début de prise en charge, et du coup ça va nous permettre de pouvoir mettre à évaluer et de voir quels items on va avoir besoin de développer, sur lesquels on va avoir besoin d'accès à notre accompagnement. Un peu la même chose avec les difficultés majeures. Quand on repère des difficultés qui sont importantes pour les résidents, on peut se dire attention, là il faut peut-être qu'on aille sur ce terrain-là pour accompagner le résident. Là où des fois on peut être en difficulté, c'est si nous on pense que la personne est en difficulté majeure et qu'elle n'a pas forcément conscience de cette difficulté-là. Ça nous permet de discuter et de voir vers quoi on peut tendre pour continuer l'accompagnement. À savoir, est-ce que du coup il nous reste encore beaucoup de choses à évaluer dans l'accompagnement, et du coup en fait cette échelle on la repasse à chaque synthèse. Le petit tableau que vous avez tout à l'heure avec les pastilles oranges, là, à chaque fois qu'il y a des pastilles oranges, on refait cette échelle-là. Ce qui nous permet du coup de voir aussi une évolution au niveau de notre accompagnement. Et à la fin, on va pouvoir définir si du coup on propose un logement autonome, si oui, quel type de logement, est-ce qu'il y a des soins, est-ce qu'il y a quel accompagnement on met en place. Si ce n'est pas du logement autonome, ça peut être du logement adapté, enfin voilà, il y a plusieurs options possibles.
Et l'objectif aussi de cette échelle-là, c'est de potentiellement créer de nouvelles structures qui n'existeraient pas, ou du moins des besoins qui ne sont pas encore comblés en termes de structure. Et via cette échelle-là, on pourrait peut-être alimenter les données. Voilà grosso modo notre l'accompagnement, et du coup je vais laisser Delphine finir sur le bilan de la phase. Alors pour revenir sur les ACT, donc on a eu une phase d'expérimentation de 3 ans, de 2019 à 2021. Sur ces 3 années, malgré la Covid, on a réussi à tenir notre pari d'une prise en charge avec une durée moyenne inférieure à 1 an. Pas beaucoup de jours, mais reste inférieur à 1 an. Au niveau de la file active, on a vu que forcément il y avait une augmentation du nombre des résidents. En 2019, on n'a accueilli que 9 personnes. En fait, la structure a ouvert en juin, donc forcément l'année était un peu tranchée. En 2020, on a accueilli 19 personnes, en 2021, 21. La moyenne d'âge a rajeuni, donc on est parti avec une moyenne d'âge de 33 ans et on se retrouve maintenant avec des jeunes dont la moyenne d'âge, donc c'est 27 ans. En termes d'adressage, alors si au départ, les principaux prescripteurs, c'était les PH des unités d'hospitalisation, le rapport s'est inversé avec le temps. Et maintenant, effectivement, les patients sont adressés par l'ambulatoire, ambulatoire du CH, mais pas que, puisque vous pouvez nous adresser des patients, c'est pas réservé en fait au centre hospitalier Esquirol. Par rapport au lieu de sortie, donc au projet de sortie des personnes, au départ, les personnes qui étaient aussi plus âgées, qui étaient aussi restées plus longtemps à l'hôpital, ont intégré des logements accompagnés, type résidence intergénérationnelle, logement en résidence accueil. Et puis avec les années, là sur la dernière année, pratiquement tous sont sortis en logement autonome. Logement autonome ne veut pas dire logement sans soins ou sans accompagnement, mais un logement autonome quand même. Sur l'année 2022, nous avons demandé une pérennisation du dispositif avec une augmentation de capacité à 13 places. On attend la réponse de l'ARS. Et puis, la Covid passée, on a développé le travail en réseau avec les familles, les aidants, le pôle des usagers avec les pairs et les MSP. Et puis, on a pour projet aussi de faire participer d'anciens résidents dans certains groupes, en partenariat avec un membre de l'équipe. Évidemment, le public rajeunissant, il faut qu'on travaille aussi à l'insertion et l'emploi. Donc, il y a un lien évidemment avec le CE2RL. Et puis aussi de nouveaux publics accueillis, donc de nouvelles compétences des professionnels qui doivent être acquises. Et puis tout ça quand même pour favoriser l'autonomie, l'autodétermination des résidents et puis leur intégration dans la cité. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis si vous avez des questions, on est à disposition.